Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode pour rédiger correctement une offre d'achat en bonne et due forme. Je vais tout expliquer de A à Z, comment fonctionne une offre d'achat, à quoi elle sert, comment bien la rédiger et reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai une technique que normalement je ne partage qu'à mes clients, qu'à mes élèves. Une technique qui est celle de l'acte en main, qui est à l'heure actuelle connue de beaucoup de personnes, malheureusement pas suffisamment parce que très peu de monde sait réellement comment l'appliquer, comment la mettre en place et comment la faire fonctionner sans faire foirer le projet et se tirer une balle dans le pied. On commence tout de suite par qu'est-ce que c'est une offre d'achat et à quoi ça sert. Une offre d'achat, ça permet de proposer un prix à certaines conditions au vendeur. Donc par exemple, si vous avez trouvé un bien de 100 000 euros, que vous le voulez à 180 000, eh bien intelligemment, vous allez proposer un prix légèrement en dessous à 170 000 euros. Comme ça vous laisse une petite marge de négociation si jamais le vendeur n'est pas OK pour votre prix. Alors bien sûr, il faut systématiquement savoir pourquoi vous remettez ce prix-là et il faut être en mesure d'argumenter derrière et de pouvoir expliquer au vendeur ou le cas échéant à l'agent immobilier pourquoi vous remettez une offre à tel ou tel prix. Dans tous les cas, l'offre d'achat, elle sert aussi à vous sécuriser juridiquement parlant et à faire en sorte que tout se déroule au mieux. Par la suite, on verra aussi, pour le cas de l'acte en main, pourquoi c'est très important. Il y a 6 éléments obligatoires qui doivent être tout le temps inscrits dans une offre d'achat. Tout d'abord, c'est ton identité. Qui tu es, nom, prénom, ton numéro de téléphone, ton mail, ton adresse. Et également, la même chose pour le vendeur. Ça vient voilà, comme si tu écrivais une lettre de recommandation ou comme ça se faisait auparavant, une lettre de motivation pour une promesse d'embauche, pour un travail, peu importe. Donc tu me renseignes bien tes coordonnées, qui tu es et qui est le vendeur, que ce soit agent immobilier ou vendeur en direct. Un petit appentis, si j'ai n'importe quoi. Donc le bien, il faut qu'il soit désigné spécifiquement pour qu'on sache de quoi on parle et de quel bien on parle, d'autant si ça se trouve dans un immeuble ou si le propriétaire a plusieurs biens à la vente, comme ça l'objet est vraiment précis et on sait où on va et de quoi on parle. Ensuite, bien évidemment, le prix du bien. Donc à combien tu proposes ton prix. Donc si c'est 170 000, bah, tu écris le montant 170 000 en lettres et en chiffres également, pour que ça soit vraiment clair et qu'il n'y ait aucune erreur là-dessus. Et on verra la petite technique à la fin de la vidéo. Si tu veux que les frais de notaire soient à la charge du vendeur et non pas à ta charge, non pas à charge acquéreur, tu vas marquer dans ton offre d'achat, je remets une offre au prix de X euros en lettres et en chiffres, acte en main. Et ça, tu vas bien stipuler la mention acte en main après le prix. C'est très important pour la suite. Je t'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Ensuite, on va voir tout ce qui est conditions suspensives. Donc ça aussi, c'est très important. La plus connue, bien entendu, c'est l'obtention de prêt, la condition suspensive d'obtention de financement, sans laquelle, si jamais tu n'arrives pas à obtenir ton financement, eh bien, tu seras contraint. Généralement, le vendeur ne va pas se priver, il sera contraint de verser une indemnité finalement au vendeur de l'ordre de 10% généralement du montant du bien. Donc sur un bien à 100 000 euros, ça fait 10 000 euros à verser dans le vent. Je pense que personne n'a envie de perdre 10 000 euros bêtement, simplement parce qu'il a oublié la mention sur son offre d'achat. Il existe bien évidemment pléthore de conditions suspensives de prêt que tu vas pouvoir inclure dans ton offre d'achat pour pouvoir te sécuriser juridiquement parlant le plus possible. Autre chose que tu vas devoir mettre également dans ton offre d'achat, c'est la durée de validité, à savoir jusqu'à quand ton offre d'achat reste valable auprès du vendeur. Généralement, tu vas mettre un délai entre 48-72 heures si c'est vraiment pressant, jusqu'à 7-10 jours grand maximum, le but étant que le vendeur prenne une décision rapidement, parce que toi, tu le veux le bien en fait. Tu as remis ton offre, tu y as réfléchi, tu t'es posé dessus. Tu vas pas attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour qu'il te réponde et qu'il tergiverse dessus. Donc vraiment, tu mets cette offre est valable jusqu'au temps, date inclus, ou un certain nombre de jours. Et comme ça permet au vendeur de te remettre tout simplement soit un accord positif, soit une contre-proposition, soit de fermer la porte au nez, ça peut arriver. Et tu marques bien que si le délai est passé, l'offre sera caduque et elle n'aura plus valeur d'être. Enfin, bien évidemment, ça coule de source. À la fin, tu dates, tu signes, nom, prénom, et voilà, ton offre d'achat est rédigée. Maintenant, on va voir dans le détail exactement ce qu'elle peut contenir et ce qu'elle doit contenir pour qu'elle soit vraiment la mieux rédigée possible. Donc, au niveau des conditions suspensives, on a vu dans un premier temps la condition suspensive d'obtention de prêt. Elle repose sur 3 facteurs. Premier facteur, le montant d'acquisition global, le montant du prêt finalement que tu vas demander à ta banque, qui est l'objet de la condition, la durée et le taux. Donc tu vas remettre une offre d'achat en disant par exemple que l'offre est valide sous les conditions suspensives suivantes. Première condition, obtention d'un financement d'un montant de X euros. Donc généralement tu vas mettre le montant de ton bien plus les travaux. Donc par exemple, si tu as estimé un bien à 100 000 euros avec 35 000 euros de travaux, tu vas mettre 135 000 euros tout simplement. Au taux nominal de, là tu mets le taux en vigueur. Généralement tu mets légèrement en dessous pour pouvoir te sécuriser. Parce que si tu mets un taux trop haut, la banque, si les taux moyens c'est 3,70, que tu mets 3,80, tu n'auras aucun souci que la banque te suive sur le taux. Par contre, si tu mets légèrement en dessous, ça peut être plus facilitant pour toi si jamais si le taux est déterminant pour toi, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Le taux, c'est vraiment la dernière chose à négocier, je le dis souvent. Mais si c'est une condition importante pour toi, et ça peut l'être dans tous les cas, bien spécifier un taux légèrement inférieur ou même égal à ce qui se fait sur le marché actuellement. Et enfin, donc sur une durée de
Et là, tu vas mettre le nombre maximum d'années qui est 25 ans. Alors, ça peut monter à plus dans certaines banques, mais les durées usuelles, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, tu vas mettre 25 ans, encore une fois, pour te sécuriser, parce que si jamais la banque ne veut pas te suivre sur du 25 ans et que, je sais pas, pour que ton opération soit à l'équilibre, soit en cash flow positif à minima, tu vas pouvoir te sécuriser si jamais la banque te refuse du 25 ans et que pour toi le 20 ans c'est pas rentable. Bon, dans tous les cas, ton opération elle doit pouvoir passer sur du 20 ans, c'est l'idéal, mais il se peut que dans certains cas, tu fasses passer ça uniquement sur du 22, 23, 24, 25 ans. C'est à toi d'ajuster, mais plus tu montes le curseur haut, plus tu seras sécurisé sur ce point-là. Ensuite, autres clauses suspensives que tu peux ajouter, elles sont très nombreuses. Il y a par exemple des clauses d'urbanisme, des clauses qui concernent la copropriété de l'immeuble. Donc par exemple, si tu as besoin d'un permis d'une autorisation de permis de construire, une déclaration préalable à remettre à l'urbanisme, et que tu as besoin de l'autorisation pour faire ton projet, ça peut être une condition de réalisation de l'offre. Donc si jamais la condition ne se réalise pas, tu peux sortir de la vente sans avoir à verser un dépôt de garantie et une indemnité au vendeur. Tu peux également avoir la division, le changement d'usage ou le changement de destination d'un bien, un permis de louer aussi dans certaines communes si tu n'arrives pas à obtenir le permis de louer pour ton bien parce qu'il y a des contraintes techniques qui font que c'est pas possible. Moi ça m'est déjà arrivé, je voulais louer un bien qui était légèrement sous la surface du terrain. Je voulais même changer la destination à la base, passer d'un local commercial à de l'habitation et ça m'a été refusé tout simplement par l'urbanisme et la copro qui est venue rajouter son grain de sel par-dessus. Donc c'est des choses importantes à spécifier dans l'offre parce que si jamais ton projet repose là-dessus, encore une fois, si jamais tu as un refus, ça te permet de sortir de la vente de manière sécuritaire. Si jamais tu veux aller un peu plus dans le détail sur comment réaliser une opération immobilière de A à Z, tu trouveras dans la description une masterclass de plus d'1h30 sur l'investissement locatif où je te partage vraiment tout en détail de A à Z, de la définition de ta stratégie jusqu'à l'encaissement de tes premiers loyers par tes premiers locataires. Et tu trouveras également d'autres contenus sur ma chaîne pour pouvoir t'aider à avancer au mieux dans ton parcours d'investisseur locatif. Autre point important dans une offre d'achat, c'est le séquestre. Le séquestre, c'est quoi? C'est généralement le montant qui est déposé chez le notaire lors de la signature du compromis ou la promesse de vente et qui va t'engager auprès du vendeur et montrer que tu es de bonne volonté et que si jamais tu n'obtiens pas ton financement, le notaire aura déjà immobilisé des fonds et pourra déjà commencer à les restituer au vendeur. Donc par exemple, si tu as fait une offre sur un bien à 100 000 euros, que tu n'as pas obtenu ton financement, que tu as versé 5 000 euros de séquestre et que finalement tu dois les fameux 10%, donc tu dois 10 000, le notaire pourra déjà reverser ces 5 000 euros au vendeur et ensuite toi tu devras compléter encore une fois par 5 000 euros pour que l'indemnité soit totale. Donc ce séquestre, il peut se négocier et moi j'ai pour habitude de ne jamais en mettre. Et tout simplement, ça, tu peux l'écrire dans l'offre d'achat en disant qu'il n'y aura aucun versement de dépôt de garantie au stade de la présente offre, et ce jusqu'à la réitération, jusqu'à la signature de l'acte authentique. Comme ça, c'est écrit très clairement dans l'offre, c'est très clair entre toi et le vendeur ou entre toi et l'agent immobilier et le vendeur. Et une fois que c'est fait, il faut simplement que le vendeur, bien sûr, accepte qu'il n'y ait pas de dépôt de garantie. Si tu lui expliques pourquoi, que généralement c'est de la trésorerie que tu n'as pas envie de bloquer inutilement dans un projet, sachant que dans tous les cas, si tu ne te fais pas financer, tu pourras le récupérer si tu arrives à sortir avec les bonnes conditions suspensives. Maintenant, tu le rassures, tu lui dis que toi tu es finançable, que ton projet c'est d'aller de l'avant, que tu as besoin de cet apport, de cet argent pour ton projet en amont, pour les travaux, pour un architecte, peu importe. Le but étant de ne pas l'immobiliser bêtement dans le projet. Très important pour la suite également, tu ne signes jamais un bien. Et là, on parle d'un peu plus tard, mais ça tient aussi à ce que tu renseignes comme coordonnées. Si jamais tu veux investir en société, tu ne mets jamais le nom de ta société dans l'offre d'achat comme étant la personne morale, dans ce cas-là, qui se porte acquéreur. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas accès aux 10 jours de réflexion légaux à partir du lendemain de la signature de la promesse de vente, pendant lesquels tu pourras te rétracter, même sans obtenir aucune condition suspensive, sans faire marcher aucune clause dans l'offre et dans le compromis. Alors que si tu fais ça en nom propre, tu y auras accès, et si jamais tu découvres la moindre chose, tu refais une visite dans les 10 jours qui suivent la signature de la promesse, et tu découvres qu'il y a un vice caché, qu'il y a un problème sur la structure, des travaux qui coûteront beaucoup trop cher, tu pourras te retirer de la vente sans aucune indemnité. Maintenant, passons à la partie qui t'intéresse, la partie sur l'acte en main. Comment faire passer un acte en main et comment bien la rédiger. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, lorsque tu vas mentionner ton offre, tu vas la mentionner au prix de le prix du bien, plus les frais de notaire. Donc si tu achètes 100 et que tu as 8 000 euros de frais de notaire, tu vas dans un premier temps calculer les frais de notaire sur le prix du bien, le prix d'acquisition. Donc si c'est 100 000, ça fait 8 000 euros, c'est très simple pour l'exemple. Et ensuite, tu vas reprendre ces 108 000 euros et tu vas recalculer une seconde fois les frais de notaire dessus. Donc ça va te donner aux alentours des 109, 110 000 euros. Pour te sécuriser au niveau du financement, la banque, elle ne sera pas à 500 ou 1000 euros près pour te financer. Donc tu mets un petit cran au-dessus, tu vas remettre une offre à 110 000 euros, acte en main. Et ce qui va se passer, c'est que lors de l'appel de fonds, lorsque ton notaire va demander les fonds à la banque pour débloquer le financement, elle va demander le prix d'acquisition global, à savoir les 110 000 euros. Donc la banque va te financer 110 000 euros et les 110 000 euros iront sur le compte du notaire, les 100 000 reviendront au vendeur moins ses frais d'agence par exemple s'il passe par une agence, et ensuite les 10 000 euros seront reversés au notaire et répartis entre les différents frais de mutation et autres.
On arrive au bout de cette vidéo. Si jamais ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour encore plus de contenu de valeur, de contenu gratuit. Tu trouveras absolument tout sur ma chaîne, tout le contenu nécessaire pour pouvoir démarrer en immobilier, pour pouvoir faire une opération. Et si jamais tu as envie d'être accompagné, si jamais tu as envie qu'on discute de ton projet un peu plus en profondeur, si jamais tu as envie de conseils personnalisés et de quelqu'un qui fait le chemin à tes côtés, je t'invite tout simplement à m'écrire directement sur WhatsApp, à m'envoyer ta problématique, ton projet. On en discute ensemble tranquillement dans un premier temps. Tu peux aussi rejoindre mon canal WhatsApp sur lequel je partage du contenu. Tu retrouveras toutes mes vidéos YouTube. Tu retrouveras également des vocaux que je fais souvent, des réflexions, des partages sur l'immobilier, des outils stratégiques qui te permettront d'avancer au mieux et en toute sérénité dans ton parcours d'investisseur. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.